Autour des 30 ans de la chute du mur de Berlin, hier soir, la capitale allemande avait choisi concert et son et lumière pour célébrer l'événement. Un événement devenu presque abstrait pour ceux qui ne l'ont pas vécu. Nous sommes donc retournés sur place. À quoi ressemblait la vie sur le rideau de fer? Quelle cicatrice a-t-il laissé? Regardez. À jamais le symbole de la guerre froide et de ce qu'une dictature peut faire de plus absurde. Il y a 30 ans s'élevait encore ici le mur de Berlin. Alors il faut imaginer le long de ce canal des pans de béton de 3,60 m de haut qui couraient sur plus de 150 km dans la ville. Là où je me trouve, un no man's land large de plusieurs dizaines de mètres. Et pour surveiller cette barrière quasi infranchissable, 14 000 gardes, 600 chiens et pas moins de 300 miradors comme celui-là. Alors cette tour, elle est l'une des dernières à être encore debout aujourd'hui. Elle est devenue un mémorial en hommage à l'une des toutes premières victimes de ce mur. À la fin du mois d'août 1961, 10 jours seulement après le début de sa construction, un jeune homme, Günther Littfin, a tenté de traverser à la nage. Il a été immédiatement abattu. Si les gardes n'hésitent pas à tirer, c'est que ces évasions, elles obsèdent le régime soviétique parce qu'elles menacent directement sa survie. Dès la fin de la guerre, ce sont en fait des millions de personnes qui se sont enfuies de l'Est vers l'Ouest. Moscou a donc décidé de les arrêter à coups de champs de mines et de barbelés. Et c'est en fait toute l'Europe qui a été littéralement coupée en deux. Je vous propose de retourner le long de ce qu'on a appelé le rideau de fer. Reportage Axel Cariou et Jean-Yves May. En sillonnant ces petites routes, au milieu de la campagne allemande, entre villages tranquilles et champs d'éoliennes, difficile d'imaginer que pendant 38 ans, une frontière longue de 1400 km a balafré le paysage et séparé les habitants. Le rideau de fer a pourtant été une dure réalité, avec à l'ouest la République fédérale capitaliste et à l'est la République démocratique communiste aux ordres de Moscou. Côté ouest, les autorités ne reconnaissaient pas la frontière, elle était matérialisée par cette simple barrière. Mais à l'est, le régime n'avait qu'une obsession, empêcher la fuite des populations. Au fil des années, la frontière n'a cessé de se durcir. Les barbelés ont été remplacés par des doubles parois électrifiées munies de détecteurs de mouvement. Les tours d'observation en bois remplacées par des miradors et des bunkers bardés de mitrailleuses automatiques. S'y ajoutaient des mines, des fossés anti-véhicules et 50 000 soldats avec leurs chiens d'attaque. Pendant 38 ans, le village de Mödlareuth a vécu coupé en deux par un mur de 700 mètres de long, dont il reste quelques vestiges. Vous êtes côté Allemagne de l'Est et moi à l'Ouest. Du jour au lendemain, l'école n'était plus accessible à ceux de la partie Est. On n'avait plus la possibilité ni de se voir ni de se rendre visite. Les agriculteurs n'avaient même plus accès à leurs champs. Arnold Friedrich était maire de la partie occidentale du village. Il nous raconte que depuis une colline, les 30 habitants de l'Ouest pouvaient regarder par-dessus le mur et apercevoir les 20 habitants de l'Est. Ces derniers avaient interdiction formelle de les saluer. Malgré tout, quelques informations circulaient de part et d'autre du mur. Quand on voyait du linge bleu étendu de l'autre côté, on savait qu'un petit garçon était né. De même, quand une famille était habillée en noir et que la grand-mère n'était plus visible, on savait qu'elle était morte. Et puis un jour, le vent de la liberté a soufflé. Le 9 décembre 89, un mois après la chute du mur de Berlin, une brèche définitive a été ouverte dans celui de Mödlareuth. Chers amis, notre joie est immense. Pour Arnold Friedrich, le meilleur souvenir de toute une vie. C'était une telle euphorie, un tel bonheur. Je n'aurais jamais cru que cette frontière tomberait un jour. Si l'histoire se termine bien, impossible d'oublier la tension extrême qui a longtemps régné autour du rideau de fer. À 3 heures de route au nord de Mödlareuth, Geisa, surnommé Point Alpha, c'était un camp militaire de l'OTAN. Bienvenue, Ben Crowley. Pendant toute la guerre froide, des soldats américains comme le major Crowley
On surveillait depuis ce mirador les moindres faits et gestes de l'armée est-allemande, mais surtout de l'armée russe, postée juste de l'autre côté de la frontière. La menace d'une invasion était permanente. Si pour n'importe quelle raison les Russes décidaient de traverser la frontière, notre job c'était de donner l'alerte. Et on savait que dans ce cas-là, on mourrait. On n'avait pas d'armes à feu. Des journées et des nuits d'angoisse à tout répertorier, à écouter les communications radio du bloc soviétique. À l'arrière du camp, bien cachés, des tanks et des hélicoptères étaient prêts pour la riposte, mais attention. Il était interdit de dépasser cette ligne rouge avec un véhicule militaire. En face, il l'aurait pris comme une provocation. Pas question de risquer l'incident diplomatique. Heureusement, les tanks n'ont jamais servi. L'épisode appartient au livre d'histoire. Mais à l'Est, l'Allemagne n'en a pas fini avec son passé. Un peu à l'écart de l'ancienne frontière, Halle-Neustadt, une immense cité dortoir construite dans les années 60. Comme Ingrid, 80 000 ouvriers étaient venus de toute l'Allemagne de l'Est sur ordre du gouvernement, travailler dans des usines chimiques. Aujourd'hui, elles sont presque toutes désaffectées. En RDA, on n'avait pas d'argent pour acheter des pièces de rechange. La production devenait chaotique et on avait peur qu'il y ait des accidents. Quand le pays a été réunifié, ces usines n'ont pas survécu à la concurrence internationale. Entre parking désert et immeubles à l'abandon, Halle-Neustadt est une coquille vide. Elle a perdu la moitié de sa population après la réunification. Ingrid aussi a déménagé. L'objectif, c'était que les gens vivent de la même manière, dans les mêmes logements, sans différence. C'était l'idéologie de l'État. Et c'était effrayant. Aujourd'hui, il faudrait des milliards pour réhabiliter la ville. Trop cher. Les squelettes de l'architecture soviétique se dresseront encore longtemps. Mais l'Allemagne de l'Est a aussi ses nostalgiques. Tout près de l'ancien rideau de fer, Oschersleben, et son étrange restaurant, ouvert il y a 8 ans à peine. Apparemment c'est là, en effet. Ah oui, décor ancienne Allemagne de l'Est. Allô, guten Tag. Sous l'œil d'Honecker, le dernier chef de la RDA, au milieu des statues à la gloire de Lénine, vous dégusterez les plats consistants d'Inès. C'est des escalopes avec du pain et des œufs, typiques d'Allemagne de l'Est. À l'époque, on avait tout sauf les fruits. Les bananes et les oranges, c'était dur à trouver. Ce pays avait aussi ses bons côtés. Ça me fait quelque chose de revoir ces appareils. Comme cette radio que j'avais chez moi. Et ça fait du bien de manger comme à l'époque. L'estomac bien rempli, direction Arendsee, dernière étape. Regardez, ça c'est un reste de mine. Il y en avait 1 200 000 disposés tout au long de la frontière. Jürgen est gardien de ce que l'on appelle la frontière verte. Là où se dressaient barbelés et miradors, une immense réserve naturelle de 18 000 hectares a pris place. Quand ils ont construit la frontière, ils ont déboisé cette large bande au milieu de la forêt. Et aujourd'hui, c'est une chance incroyable. Sans agriculture ni pesticides pendant des décennies, la bruyère s'est développée. C'est un refuge pour des milliers d'espèces. C'est très enthousiasmant. Jürgen a pu y photographier ce papillon rare, le manteau royal, cette araignée coccinelle ou encore ce crotal, une espèce protégée. Soudain, il dégaine ses jumelles. Au loin, un cerf nous observe et puis s'en va. Chez Jürgen, on sent poindre l'émotion. Se dire que cet endroit où il s'est passé le pire, où il y a eu des morts, où l'armée était partout, est devenu le paradis des animaux et des plantes, c'est juste incroyable. En lisière de forêt, une tombe, celle d'un jeune homme tué sur une mine en voulant traverser la frontière. Sur la plaque, il est écrit simplement « Né en 1945 », il voulait aller d'Allemagne vers l'Allemagne.
Nous sommes maintenant dans un lieu très particulier, cher au cœur des Berlinois, qui est l'ancien aéroport de Tempelhof. Alors aujourd'hui, il sert plutôt de lieu de promenade, mais on a tendance à oublier qu'il a été le théâtre de l'un des épisodes les plus tendus de la guerre froide. En 1948, Staline décide d'organiser le blocus de Berlin. L'idée est de pousser les Alliés à abandonner la capitale allemande. Et la riposte américaine et britannique, eh bien, c'est un pont aérien absolument inédit. Il va durer 10 longs mois. Ici, sur ce tarmac, vont arriver les ravitaillements pour permettre de nourrir la population de Berlin-Ouest. 277 000 rotations au total. Un bras de fer qui va précipiter la création des deux Allemagnes, RDA et RFA, mais aussi la création de l'OTAN et bien sûr ensuite la construction du mur. Et pour évoquer avec nous cette histoire qui est si lointaine et en même temps si proche, on retrouve le plus francophile des réalisateurs allemands, Volker Schlöndorff. Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors vous avez réalisé une trentaine de films, dont Le Tambour, pour lequel vous avez reçu un Oscar et une Palme d'Or à Cannes. Je suis très contente de vous recevoir ici dans cet ancien aéroport parce qu'il me semble qu'en 1989, vous étiez vous-même dans un avion entre Boston et New York quand le commandant de bord a annoncé la chute du mur à tous les passagers. Est-ce que vous vous souvenez de ce moment-là? Tous les passagers, l'avion a éclaté en applaudissements et bravo et célébré. Et ça m'a beaucoup touché que les Américains prennent ça tellement à cœur. On était absolument abasourdis parce que personne ne s'attendait à la chute du mur. C'était un petit peu là pour rester à jamais. Berlin, c'est vraiment deux visages, deux villes, deux mondes très différents qui vivent à quelques mètres l'un de l'autre. On devait d'abord passer la frontière, qu'on devait faire les fouilles, les papiers, tout cela. Et rien que ces contrôles, ces officiers, tout était fait pour vous rebuter. Après, j'ai appris qu'ils étaient même entraînés à être malpolis. C'était tout à fait le système de l'intimidation. Alors justement, quel RDA vous découvrez en arrivant? Je me suis rendu compte que ce soi-disant socialisme, il n'a pas seulement détruit l'économie, il a détruit les villes, il a détruit l'environnement, il a détruit les gens. Il a cassé les vertèbres de toute une génération, même de 2 générations. Et ça, c'est ahurissant. Après ça, alors moi, l'idéologie, c'est fini. Alors, ça fait 30 ans que l'Allemagne a été réunifiée. Est-ce que vous diriez que c'est une réussite, même si ça n'a pas été si facile? Moi, je dis que c'est une grande réussite, même. Les infrastructures, les routes, le système des chemins de fer, les villes même, je veux dire, tout a été rénové à tel point que c'est plus qu'on ne pouvait attendre il y a 30 ans. La résilience de la population était formidable, de l'Est. Parce que quand même, d'un coup, dire pendant 40 ans, tout ce que vous avez fait, ça compte pour du beurre, c'était une erreur. Vous vous êtes trompé. Tout le travail de votre vie pour rien, c'est quand même terrible de dire à quelqu'un « ta vie a été loupée ». Que 40 ans ait suffi pour vraiment, véritablement séparer un peuple en deux, c'est quand même étonnant. À ce jour, par exemple, en Allemagne de l'Est, on ne va pas à l'église. Il n'y a plus de chrétiens. Une part infime, 5 ou 10%. 40 ans ont suffi pour séculariser une culture qui, quand même, depuis Luther, remontait à plusieurs siècles. À des siècles. Au cœur de ce qui fut Berlin-Est, et vous le voyez, la ville a tenu à garder des traces de ce passé avec cette immense statue soviétique. Alors elle ressemble à Lénine, mais il s'agit en fait d'un héros communiste très connu ici qui s'appelle Ernst Thälmann, un résistant qui a été tué par les nazis en 1944 et qui va être glorifié dans la RDA d'après-guerre. Ce qui est surprenant aujourd'hui, c'est la coexistence entre cette histoire si lourde et l'irrévérence de ces tags. Il faut bien comprendre que le bloc de l'Est, il s'est effondré il y a 30 ans. 30 ans, c'est une génération. Ça veut dire que des millions d'Allemands n'ont jamais connu cette époque qui est donc en train de se diluer.
Comment ceux qui ont grandi à l'ombre du mur en parlent aujourd'hui aux plus jeunes? Regardez ce reportage signé Sébastien Renouille et William Villemain. Certains lieux portent en eux la voix de l'histoire. C'est une clameur qui surgit de part et d'autre du chemin de fer de la Bornholmerstrasse. Une foule compacte. À 21h20 précise, elle n'est plus qu'à quelques mètres du pont, premier point de passage ouvert au soir du 9 novembre 1989, entre l'Est et l'Ouest de Berlin. Quelques minutes plus tard, les poutrelles métalliques vibrent des cris de joie, de soulagement, des pleurs aussi. Ce jour-là, Rana a 28 ans. Journaliste à la radio-télévision ouest-allemande, elle suit ses confrères vers le poste frontière. Arrivée au pont, elle se fige, incapable de le franchir de peur de ne pouvoir faire marche arrière. Depuis l'enfance, son père lui interdit de s'en approcher. Les gens criaient. Je ressentais de la frustration, bien sûr, mais j'avais la gorge nouée. Bien que je n'ose franchir le pont, l'euphorie était très forte. En réalité, je n'ai pu me résoudre à passer de l'autre côté que 1 an seulement après la chute du mur, une fois que les négociations ont montré vraiment les premiers signes de la réunification. Passé l'église du Souvenir, son clocher bombardé durant la Seconde Guerre mondiale, puis poursuivre sa route vers l'Est, Karl Marx Allée et ses bâtiments staliniens. Se rendre entre deux mondes et suivre Laetitia. Dessinatrice franco-berlinoise, elle avait 7 ans lors de la chute du mur et tient à nous montrer un lieu, la cabane dans les arbres. En 1983, un émigré turc, Osman Kalin, décide d'exploiter ce triangle de terre, no man's land entre l'Est et l'Ouest, oublié par les deux secteurs. C'est un entre-deux. En fait, ils étaient comme sur une île, en autarcie. Une île, à l'image d'un Berlin qu'elle tente de saisir, en y posant le regard de sa génération sans mur. Le mur est encore présent au niveau des mentalités. Effectivement, plusieurs générations ont été éduquées par des parents qui ont vécu le mur. Donc en fait, ils vivent encore ce que les parents ont inculqué avec une idée de solidarité plutôt plus à l'Est qu'à l'Ouest. Il y a encore des mentalités qui sont différentes. Fans de moto et de heavy metal, eux ne ressentent aucune nostalgie envers la RDA. Ces deux cinquantenaires ont grandi à l'Est et racontent dans un roman graphique leurs années de rébellion. En 1984, ils ont 20 ans et rêvent de liberté. Ils déposent une demande de sortie définitive de RDA, l'obtiennent 2 ans plus tard, direction Berlin, côté ouest. Dès lors, débute leur activisme. En octobre 1989, ils lancent une dernière action 1 mois avant la chute du mur. Une banderole déployée sur laquelle on peut lire « Liberté et démocratie pour la RDA, stop à la terreur Stasi ». Et là, vous voyez, c'est assez dangereux. Un garde-frontière nous a mis en joue, mais il n'a pas tiré. En racontant notre histoire, nous avons voulu toucher les jeunes, les étudiants, leur montrer à quel point l'oppression était présente en RDA. Les informations dont nous disposons sur la vie à cette époque ont tendance à s'évaporer. J'avais l'impression que ce pan de l'histoire pouvait disparaître de génération en génération. À l'heure de son cours de trompette donné dans une friche industrielle réhabilitée, Constantin, 21 ans, n'a qu'une idée abstraite du Berlin d'avant sa naissance. Le programme scolaire insiste surtout sur la Seconde Guerre mondiale. Il est difficile pour moi d'imaginer ce qu'était la ville à l'époque de ma mère. Je n'ai connu que l'Allemagne réunifiée. Et puis nous jouons souvent de la musique d'Allemagne de l'Ouest, avec des musiciens de l'ex-RDA. C'est ça aussi, la réunification. À savourer le soir sur les rives de la Spree, l'on oublierait presque d'écouter le cœur de la ville. Ses pulsations. Elles sont faites de joies et de peurs, de drames, d'aventures improbables, comme celle de Christine.
1977, elle décide sans en parler à sa famille de franchir le mur, caché dans le coffre d'une 2 chevaux. Elle voyage avec son bébé et va rejoindre le père de l'enfant passé à l'Ouest quelques mois plus tôt. J'avais bien préparé ma fille de 3 ans et demi. Durant des mois, nous nous sommes entraînés à rester toutes les deux assises dans l'obscurité sans parler. Le moment venu, on nous a mis une couverture sur la tête. Il y avait 2 petits trous dans le coffre de la voiture et au travers, je pouvais voir les gardes qui demandaient les passeports. Je pouvais les entendre. Une fois la frontière franchie, je me souviens d'une autoroute et de lumières que nous ne connaissions pas. Puis le coffre s'est ouvert. Autour, il y avait tous mes amis qui étaient passés auparavant et le père de ma fille. Depuis, elle ne se sépare plus d'un document obtenu de haute lutte. Ces pages de texte, écrites avec la précision d'un journal intime, sont issues des registres de la Stasi, la police politique qui, durant ces années à l'Est, la surveillait. Déplacements, transcription des conversations téléphoniques, renseignements divers, masquaient d'un trait noir les noms des informateurs, ses amis, ses voisins, les passants. Je voulais savoir qui m'avait espionné, si j'avais eu raison de me méfier. Et j'avais eu raison. À la chute du mur, Christine retrouve son frère Reinhard resté à l'Est. En ce début novembre, à l'église protestante John Kirche, il présente une exposition dont l'entrée est le poste frontière d'une république imaginaire, le Labistan. Un détournement d'objets de l'ex-RDA et une installation qui, sous le couvercle des poubelles, dissimule avec ironie les tubes de l'époque. En haut de l'escalier qui nous mène au clocher, une porte s'ouvre sur la ville. Un Berlin dont les grues affichent une expansion immobilière galopante et dont les cheminées, comme une petite musique, dissipent dans leur fumée l'âcre odeur du passé. Et c'est ainsi que se termine ce zoom exceptionnel, mais on avait un dernier petit cadeau pour vous. Regardez cette vue imprenable sur la ville de Berlin, à plus de 200 mètres d'altitude. Nous sommes en fait en haut de la tour de la télévision. Elle avait été construite par les autorités soviétiques. Elle fête cette année ses 50 ans. C'était la fierté de la RDA. Elle est depuis devenue l'emblème de la ville, mais aussi de l'Allemagne réunifiée. Voilà pour le petit clin d'œil. Restez avec nous. Dans un instant, je vous retrouve pour grand reportage. À tout de suite.